On va reprendre la journée et les présentations de nos chers doctorants et des chers doctorantes. Donc, maintenant, ce sera le tour de Lucie Boulet, qui est professeure de philosophie et doctorante en première année. Sa thèse entend explorer le corpus mémoriel autant que théorique de l'œuvre de Simone de Beauvoir en vue de l'élucidation du concept de transcendance. Il s'agit par là de réintroduire Beauvoir dans le champ philosophique, alors qu'elle a été reléguée dans celui des lettres, ce qui est une spécificité de l'histoire de la philosophie française, par opposition au reste du monde, évidemment, où de tels travaux ont été conduits depuis longtemps. Merci Lucie. Je remercie les organisatrices de cette journée d'études. Le texte que je vais présenter aujourd'hui est la première partie réécrite depuis d'un colloque international organisé par Beauvoir Society sur le thème Beauvoir et la lesbienne. Je remercie Tom Chesworth et de l'université de Birmingham pour m'avoir permis d'étendre mon propos aux années 70. N'ayant pas eu accès aux archives de Yale, je lui dois la citation introductive, ainsi qu'à Marine Rouge, historienne et éditrice des lettres et lectrice ordinaires de Beauvoir, qui m'a rendue sensible à l'historicité du sujet. Pour des raisons de temps, mon propos sera partiel en ce que je ne pourrai pas développer une partie de mon chapitre qui est aussi un pan entier du problème et qui est consacré à l'historicité de la répression dont le texte de 49, donc le deuxième sexe, ne permet pas de fournir une analyse substantielle. Chère Simone de Beauvoir, je vous demande en toute justice de ne pas couvrir de votre nom cette opération malhonnête, la continuation de questions féministes au prix d'une purge de 5 personnes sur 7, sous couvert d'une nouvelle revue avec la même éditrice, les mêmes abonnés, la même directrice de rédaction, vous. Un titre presque inchangé, oui, les 5 personnes éliminées sont lesbiennes. C'est en ces mots, dans une lettre datée du 2 mars 1981, que Monique Wittig adresse à Simone de Beauvoir une demande, telle de ne pas légitimer le clivage qui scinde en deux le mouvement de libération des femmes. En effet, au début des années 80, s'opère une rupture au sein du MLF, que Marie Jobonnet, historienne du féminisme et du lesbianisme, retrace comme résultat final d'un clivage historique entre féministes et lesbiennes. Ce dernier se traduit ici par la dissolution en 1980 de la revue Questions féministes, fondée en 1977 en 2 revues, du fait d'un désaccord sur la question lesbienne. Les participantes, estimant que leur orientation politique était à présent irréconciliable, ont signé un accord stipulant que nulle d'entre elles n'userait du terme question féministe pour constituer une nouvelle revue après leur séparation. Or, en 1981, Simone de Beauvoir, Christine Delphi, Claude Hannequin et Emmanuel de Lesseps président une nouvelle revue intitulée Nouvelles questions féministes. Le 21 juin 1981, la rupture est radicalement consommée lorsque les militantes lesbiennes de Jussieu déclarent que les hétéro-féministes sont des hétéro-collabos. Participant à la collaboration de classe, elles seraient dans des guérillas quotidiennes qui n'aboutiraient à aucun résultat. Plus fondamentalement, il s'agit pour le groupe en scission de ne plus prétendre lutter au nom de la masse des femmes, mais bien plus qu'une simple revendication en vue de la reconnaissance d'une autre forme de sexualité. Il s'agit de produire un collectif apte à repenser une dynamique sociale nouvelle. Lors du procès, Simone de Beauvoir témoigne et accuse les lesbiennes radicales, entre guillemets, d'avoir provoqué la mort de la revue qui, à ses yeux, servait l'intérêt de toutes les femmes au nom d'un, entre guillemets, particularisme qu'elle va jusqu'à qualifier de sectaire pour une position jugée antiféministe, arrogante et malhonnête. Je cite. Ma position dans ce conflit a été sans ambiguïté et conforme à mon engagement initial. La nouvelle position de cette partie du collectif, selon laquelle les femmes hétérosexuelles ne pourraient participer à la lutte féministe, en étaient même les ennemis, puisqu'elles étaient des collabos, complices du système qui opprime toutes les femmes, était en soi révoltante. Beauvoir énonce alors l'unité du sujet collectif femme en dépit de ces divisions. Monique Wittig, à l'inverse, du fait d'une perspective matérialiste historique, où c'est l'oppression qui fait la classe, dira alors en 1978 que les lesbiennes ne sont pas des femmes dans la mesure où le sujet collectif, femme, est lui-même divisé du fait des différentes oppressions qui produisent, du fait que ce sont différentes oppressions qui produisent différentes classes. Les lesbiennes seraient dès lors des transfuges de classe en fuite de l'hétérosexualité, conçue comme régime politique. Leur sexualité étant marginalisée par l'hégémonie de l'ordre hétérosexuel, cette dernière
induit de constituer une marge qui ouvre un espace hors du champ dominant où l'émancipation est possible. On aperçoit dans l'opposition Beauvoir et Wittig la mise en question de la libération par une sortie du régime sexuel hégémonique. L'opposition radicale, ayant produit la scission du MLF, engage-t-elle une rupture similaire en ce qui concerne la possibilité de faire de l'expérience lesbienne vécue une transcendance rendue chez les deux autrices? Nous poserons alors que le problème, que le contexte post-Stonewall, donc en 1969, a forgé une forme d'anachronisme quant à la réception critique du chapitre 4 du second volume du Deuxième Sexe, intitulé La lesbienne. Ce qui a produit une lecture du chapitre qui disqualifie le lesbianisme beauvoirien comme libérateur. Ainsi, Marie Jobonnet, reprise par Meryl Hartman, affirme que Beauvoir n'a pas pensé le lesbianisme comme une libération pour le sujet féminin. Nous affirmons alors que ne pas faire du lesbianisme un horizon de la libération des femmes n'autorise pas à dénier, à la manière dont c'était fait dans les récits, les écrits post-Stonewall, ne nous autorise pas pour autant à faire de la description beauvoirienne de l'héros saphique une expérience libératrice. Ce qui constitue notre lecture du chapitre, c'est de faire de l'expérience lesbienne vécue une transcendance rendue à l'échelle de la sphère intime, mais dont les conséquences produisent également une libération des entraves posées à la transcendance des femmes sur le plan social. L'expérience lesbienne vécue déborderait le champ de l'intime dans le champ social. Si le chapitre présente des ambiguïtés que la réception critique a soulignées, il n'en demeure pas moins qu'il ne reste pas possible à nos yeux de nier la perspective libératrice engagée dans le chapitre dès 1949. Si Beauvoir ne fait pas du lesbianisme une condition de la libération, comme cela a pu être le cas dans les écrits militants postérieurs à Stonewall, il n'en demeure pas moins que le texte de 1949 sur le lesbianisme, sans être un texte de lesbianisme politique tel qu'il est présenté maintenant, est bien une perspective libératrice, et cela en dépit des multiples maladresses qu'il contient et que je n'examinerai pas ici. La question est alors de savoir si l'expérience lesbienne vécue peut être le lieu d'une transcendance rendue ou si, de fait, l'ordre hégémonique hétérosexuel confine le sujet lesbien en niant sa transcendance par deux fois. Donc, je m'attarderai ici qu'au premier temps du problème. Premièrement, comme annoncé, nous démentirons l'affirmation de Marie Jobonnet, à l'instar de Hensel Barnes, qui affirme qu'il est absurde de dire que Beauvoir est, je cite, refusé d'associer lesbianisme et indépendance pour des raisons de critique sociale à l'encontre du lesbianisme, ce qu'elle qualifie d'absurde. Selon Marie Jobonnet, reprise par Meryl Hartman, Beauvoir ne penserait pas l'expérience lesbienne vécue comme libératrice, en ce que le chapitre s'inscrit dans la section formation, et non dans l'ultime section libération, qui conclut le deuxième sexe. Ce qui ferait de l'amour saphique une étape du devenir femme. Toute femme commencerait par un amour primaire féminin, comme il était rappelé au chapitre 1 Enfance du second volume, avec le premier amour freudien maternel, puis du fait que le chapitre consacré à la lesbienne s'intercale entre le chapitre 3 consacré à l'initiation sexuelle, qui équivalait alors à un viol conjugal, et le chapitre 5 consacré à la femme mariée, cette position dans le plan de l'ouvrage fait que l'amour entre femmes est pensé comme une étape du devenir femme, et lorsqu'il est exclusif, donc lorsqu'il il concerne que l'amour de femmes entre femmes sans rapport hétérosexuel, il est une déviation du destin féminin auquel les femmes se voient assignées. La position du chapitre signerait alors pour l'historienne que l'amour lesbien n'est pas le lieu d'une indépendance ni d'une libération dans le cadre du chapitre de Beauvoir, puisque il n'en est pas fait mention en fait dans le chapitre La femme indépendante au sein de la section finale Libération. Or, nous précisons dès maintenant que, comme nous le verrons, la libération et l'indépendance des femmes lesbiennes, ou même de l'entre-soi féminin, sont pensées dès le chapitre 4, et que même c'est le centre de la démonstration. Mais pour l'heure, afin de revenir à l'homosexualité comme constitutive du devenir femme, il revient de constater, avec Sylvie Chapon, qu'il s'agit là d'un héritage de la psychanalyse des années 30 qui fait de l'homosexualité primaire des femmes une sexualité entre femmes. Beauvoir avait alors accès à un corpus de textes très mince en ce qui concerne la sexologie et plus encore la psychanalyse en langue française. Il y a donc quelque chose de véritablement novateur dans son texte. Donc c'est aussi du fait de l'anachronisme que nous le lisons avec d'autres lunettes.
Donc, en son temps, si on le replace dans le champ théorique de l'époque, il y a là quelque chose de révolutionnaire. Nous rappelons par exemple, en contrepoint, pour souligner son avancée en son temps, les propos condamnables, par exemple, d'Antoinette Fouque, formulés 24 ans plus tard, en 1973, qui appartenait au groupe adversaire des Gouines Rouges, le collectif Psychanalyse et Politique, qui déclare dans le Nouvel Observateur, je cite, l'homosexualité primaire des femmes devrait n'être qu'un passage vers une hétérosexualité retrouvée et vraiment libre. Rappeler cela permet de souligner l'écart avec l'usage beauvoirien des concepts psychanalytiques. La lecture de l'homosexualité féminine comme constitutive du devenir femme n'accompagne aucune prescription de ce genre. Il n'y a aucune malédiction, aucune nécessité normative à abandonner une sexualité qualifiée ici de primaire parce que primitive dans le freudisme. L'usage révolutionnaire que fait Beauvoir de l'héritage d'Hélène Deutsch, disponible depuis 1944 en anglais selon Sylvie Chaperon, permet de disqualifier les sentences homophobes en universalisant la pulsion saphique pour délégitimer l'entreprise de naturalisation de l'hétérosexualité. Quelque chose qui va se faire aussi au sein du MLF dans les années 70. Elle va même jusqu'à faire de l'homosexualité féminine un choix rationnel, motivé par le contexte social, et cela par sa lecture d'Hélène Deutsch, donc référence à laquelle elle avait accès, qui affirmait que la dualité des rôles était, je cite, l'un des plus puissants motifs qui conditionnent l'homosexualité féminine. C'est possiblement ce qui a influencé Beauvoir à faire de l'homosexualité féminine un choix libre et de surcroît motivé. Ce faisant, elle rejette l'idée d'Adler de protestation virile, de complexe d'infériorité ou encore d'envie du pénis faisant de la femme un être manquant. Mais elle hérite en revanche de l'universalisation des pulsions saphiques à toutes les femmes. Elle fait ainsi jouer l'entreprise de naturalisation contre elle-même. Ce faisant, elle nie de manière postmoderne la frontière entre homosexualité et hétérosexualité. Elle ne suit l'héritage freudien que dans la mesure où il contrebat l'homophobie qui invoque la nature. Par le schéma psychanalytique, elle attribue l'amour homosexuel à toutes les femmes, à l'image de ce qui a pu se produire plus tard dans le MLF, comme universalisation de l'amour saphique, où l'on se disait homosexuel par solidarité, sans avoir à avoir soi-même eu des rapports lesbiens. Exactement comme on pouvait signer, par exemple, un manifeste en déclarant s'être fait avorter, sans n'avoir jamais été soi-même enceinte. En somme, s'il y a libération dans l'éros lesbien, c'est précisément en ce que le chapitre n'est pas une critique de l'hétérosexualité, mais bien de l'hétéronormativité. C'est ce qui permet d'expliquer le conflit en 1980 avec les militantes qui faisaient de l'hétérosexualité en elle-même un problème et qui ne l'identifiaient plus dès lors à une normativité genrée qui consiste à nier le mouvement plein et entier de transcendance des femmes. Les entretiens avec Sartre, donnés peu de temps avant sa mort, sont le lieu de cette critique de l'hétéronormativité. Sartre y explique comment il a été conduit à se penser corporellement comme un sujet actif et non comme un corps passif. Je cite. Je pense qu'il y avait l'idée de ce que l'on devait être, de ce que cette idée ne comportait pas l'idée d'abandon. Puis, plus loin, j'ai conçu mon corps comme un centre d'action, en négligeant le côté sensation et passivité. Elle existait naturellement, cette passivité. Je ne faisais que la refouler, un peu. Ou encore, un peu plus tôt, il conteste la normativité des rapports hommes-femmes. J'étais plutôt un masturbateur de femmes qu'un coiteur. Si Sartre sort du schéma hétéronormatif, il n'en demeure pas moins que les analyses de L'être et le néant tendent à annoncer le clivage que l'on retrouvera dans le chapitre du deuxième sexe, quelques années plus tard, entre activité et passivité du corps, d'une part, et transcendance et immanence de l'autre, que Beauvoir associe, elle, à une bipartition genrée. Le face-à-face de deux femmes a par conséquent vocation à produire une transcendance partagée. En effet, Beauvoir pense l'amour entre femmes comme un éros libéré des schémas, mais aussi comme une échappatoire au destin féminin. Ce qui contrevient à la lecture de Marie Jogonnet qui a vocation à être polémique. Mais il convient d'emblée de poser une nuance que souligne Beauvoir en ce que si le lesbianisme est pensé comme une marge, celle-ci peut être non pas le lieu d'une échappée du destin féminin, mais bien une préparation à celui-ci. De nombreuses femmes, dit-elle, se préparent à l'hétérosexualité dans et par les amours saphiques, comme des prolégomènes à l'amour hétérosexuel. Donc c'est aussi le contexte de l'époque qui veut ça. Ces femmes seront non pas des marginales, mais des épouses, puis des mères, reproduisant l'ordre domestique.
L'amour hétérosexuel et l'amour homosexuel ne sont donc pas strictement scindés dans le deuxième sexe. Le refus de l'essentialisme conduit Beauvoir, dans un geste existentialiste, à refuser qu'un individu se résume à son passé, tel que cela avait été démontré dans L'être et le néant, lorsqu'il était question de répondre à l'interrogation « Suis-je ce que mon passé a fait de moi ?» Dans le chapitre 2, consacré à la mauvaise foi, il était également question du combat entre un homme refusant de se définir comme homosexuel et le champion de la vérité qui voulait lui faire au contraire reconnaître sa sexualité. Sartre, tout en constatant la mauvaise foi de l'homme, refusait pour autant de le condamner, en ce que son geste répondait par là à un refus légitime d'essentialisation, en ce que nous sommes tout entiers dans nos décisions présentes et non dans ce que notre passé a fait de nous. Poser une identité sexuelle sous la contrainte d'un tiers consisterait donc à renier sa liberté dans l'en-soi d'une catégorie figée, ne laissant plus de place au pouvoir de la décision et aux actes à venir, qui pourrait donc engager ma sexualité dans autre chose que ce qu'elle fut. Beauvoir affirme ainsi, je cite, l'histoire de l'individu n'est pas un progrès fatal. À chaque mouvement, le passé est ressaisi par un choix neuf, et la normalité, entre guillemets, du choix ne lui confère aucune valeur privilégiée. C'est d'après son authenticité qu'il faut le juger. Ainsi, Beauvoir refuse que l'on puisse scinder catégoriquement entre homosexualité et hétérosexualité, comme s'il s'agissait là d'essence qui ne découlerait pas d'actes, mais d'une prétendue prédisposition du sujet. Et cela d'autant plus que, selon elle, toute femme redoute l'hétérosexualité et a le goût pour les autres femmes. La spontanéité du désir féminin pour les autres femmes contredit alors la sentence homophobe invoquant la nature. Je cite. Et si l'on invoque la nature, on peut dire que naturellement, toute femme est homosexuelle. La lesbienne se caractérise en effet par son refus du mâle et par son goût pour la chair féminine. Mais toute adolescente redoute la pénétration, la domination masculine. Elle éprouve à l'égard du corps de l'homme une certaine répulsion. En revanche, le corps féminin est pour elle, comme pour l'homme, un objet de désir. Plus tard, dans les entretiens avec Alice Schwarzer en 1984, elle dit « Les femmes sont plus désirables que les hommes. Elles sont plus jolies, plus douces, leur peau est plus agréable. D'une manière générale, elles ont plus de charme. » Néanmoins, il convient de rappeler avant toute chose la définition donnée par Beauvoir de ce qu'elle nomme la lesbienne. Selon elle, avoir le goût des femmes constitue certes une condition nécessaire, mais non suffisante, puisqu'elle présuppose que toute femme a le goût des autres femmes et que seul un refoulement engendré par un conventionnalisme moral, selon son expression, produirait l'abandon de ce goût et ou bien on entraverait la découverte. Et donc, lesbienne pour Beauvoir, non pas une femme qui a le goût des femmes, mais une femme qui a l'exclusivité de ce goût. En somme, on ne naît pas lesbienne, on le devient. Le devenir lesbienne, c'est-à-dire l'exclusivité de l'amour des femmes, se fait par refus de l'hétérosexualité. S'il y a refus de l'hétérosexualité, c'est qu'il y a par là un accès à la transcendance dont les femmes ont été privées dans et par le mariage hétérosexuel. C'est ce qu'il convient à présent d'examiner. Le résultat théorique de l'introduction du deuxième sexe a été de montrer que tout existant, aspirant à se transcender, à sortir de soi pour rejoindre l'extériorité du monde, entrait en contradiction avec lui-même, lorsqu'il se voyait relégué à l'immanence pour des raisons sociales et politiques. Si l'ouvrage, dans son entier, visait à établir qu'il y a une contradiction au cœur de la situation des femmes qui sont, d'une part, liberté et transcendance, tout en devant se faire objet et sujet passif, alors le choix de l'amour des femmes semble une possible résolution du paradoxe. Je cite, l'homosexualité de la femme est une tentative parmi d'autres pour concilier son autonomie et la passivité de sa chair. Et cela en ce que pour de nombreuses femmes, en 1949, l'amour saphique était ou bien une préparation à l'hétérosexualité, une étape somme toute du devenir femme, ou bien une échappatoire, une déviation du destin. En effet, dans ce qui suit, la section situation relate et analyse le cursus honorum de la femme traditionnelle. La position du chapitre n'est donc pas neutre, car elle dévoile la transcendance rendue à certaines femmes, qui dévient de la trajectoire normative et qui, de ce fait, se réalisent comme sujet complet. Le chapitre consacré à la lesbienne va donc tenter de démontrer en quoi l'amour du même sexe ouvre un horizon de transcendance et en quoi celle-ci est l'aspiration de tout sujet et non pas une prétendue protestation virile comme le prétendait Adler. Je cite, spontanément, elle choisit d'être un individu complet, un sujet et une liberté devant qui s'ouvre le monde et l'avenir. Si ce choix se confond avec celui de la virilité,
c'est dans la mesure où la féminité signifie aujourd'hui mutilation. À ce compte, il est aisé de percevoir en quoi la sortie du schéma hétérosexuel constituerait la voie royale de la transcendance pour les femmes d'action. Ainsi, les femmes créatrices, qui renouvellent sans cesse et contre tout leur effort de dépassement, trouvent auprès des femmes une libération de leur force. Il y a 3 exemples à cela. Le premier, c'est le cas des sportives, qui créent une force physique sans cesse à dépasser. Je cite, un grand nombre de sportifs sont homosexuels. Ce corps qui est muscle, mouvement, détente, élan, elles ne le saisissent pas comme une chair passive. Elles n'appellent pas magiquement les caresses. Il est pris sur le monde, non une chose du monde. Le fossé qui existe entre le corps pour soi et le corps pour autrui semble en ce cas infranchissable. Le second est celui des artistes qui doivent engendrer sans cesse de nouvelles formes. Je cite, parmi les artistes, okay. Parmi les artistes et écrivains féminins, on compte de nombreuses lesbiennes. Ce n'est pas que leur singularité sexuelle soit source d'énergie créatrice ou manifeste l'existence de cette énergie supérieure, c'est plutôt qu'absorbées par un travail sérieux, elles n'entendent pas perdre leur temps à jouer un rôle de femme ni à lutter contre les hommes. Et troisièmement, c'est le cas des femmes de tête qui se dépassent sans cesse dans la recherche de nouvelles idées. Je cite, on trouve des résistances analogues chez la femme d'action, la femme de tête, à qui la démission, fût sous la forme charnelle, est impossible. Si l'égalité des sexes était concrètement réalisée, cet obstacle, dans un grand nombre de cas, s'abolirait. Mais l'homme est encore imbu de sa supériorité, et c'est une conviction gênante pour la femme qui ne la partage pas. Mais alors, si l'expérience lesbienne vécue est lue comme une transcendance rendue, qu'est-ce à dire de la conception beauvoirienne de l'amour saphique? N'est-il pas au fond pensé comme un substitut, une fuite, un rejet ou une consolation de l'hétérosexualité plus que comme un amour en soi, tirant sa propre valeur de lui-même et pour lui-même? Bon, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Alors moi, c'est pas une question, c'est juste que tu peux redire la citation de ça. J'ai vu que j'étais plutôt un masturbateur de femmes que Un docteur. un docteur. Un coïteur. Un coïteur. Un docteur. C'est une citation assez incroyable. Il n'y a pas beaucoup de philosophes qui livreraient une confession de pareil. Il est bientôt mourir, donc il s'est dit. Ni avant, ni après. Non. Il allait bientôt mourir, donc il s'est dit, c'est vraiment. Oui, mais quand même. Peu importe. Et des questions? J'ai peut-être une première question, c'est juste à la fin, tu as redit que du coup, en récapitulant, on peut dire que Beauvoir présupposait que toute femme avait le goût des autres femmes et qu'ensuite il y avait la question de comment, dans cette configuration-là, elle se réalisait malgré tout dans une perspective existentialiste avec des choix. Mais du coup, est-ce que tu peux réexpliquer pourquoi il y a cette présupposition-là? Est-ce que c'est parce que comme tu l'avais dit avant, en fait, il y a une peur de la pénétration ou du masculin dans une société patriarcale, ou est-ce que c'est parce que j'imagine que c'est pas en fait un nouvel essentialisme de Non. dire en fait toutes les femmes sont attirées par les Non, c'est. En fait, c'est parce que ça, elle hérite. En fait, c'est comme j'ai dit, Sylvie Chaperon a montré en faisant une histoire. Parce qu'en fait, dans le chapitre, elle ne cite pas forcément directement les sources de psychanalyse qu'elle a. Mais en fait, si on les cherche, euh, en fait, il y a c'est le freudisme. Enfin, il y a une présupposition de la bisexualité chez le sujet. Et ensuite, pour le sujet féminin, c'est particulier parce que dans le devenir femme, dans le chapitre enfance, elle a posé justement que le premier amour pour les hommes et pour les femmes, c'est la mère. Donc, le premier amour est dirigé vers un corps féminin. Donc, en fait, elle va faire l'abandon de ce désir pour se conformer au schéma. Enfin, pas forcément pour se conformer au schéma, mais enfin, c'est ça l'ambiguïté, c'est que à la fois sociale, il y a le côté social, Mhm. mais elle garde le côté analytique, au sens de la Au psychanalyse. sens, ouais. C'est-à-dire que dans le devenir femme, il y a oui, ce côté aussi. En fait, elle présuppose l'homosexualité, elle le généralise à toutes les femmes. Et c'est ça qui va faire problème dans le MLF. Enfin, justement, c'est que, en fait, dans le MLF, il y a eu ce moment-là où les frontières ont été flouées entre homosexualité et hétérosexualité. Ce faisant, on a jugé que le problème lesbien était tranché, puisque toutes les femmes sont, en fait, au fond concernées. Donc, plus personne ne l'est. Mhm. Et donc, la question sociale de créer des droits spécifiques
a été occultée. Parce que le MLF a jugé que c'était une question de tranchée, Mais par exemple. juste Mm. en réaction, enfin, en quoi cette présupposition qui vient de la psychanalyse, du coup, en Oui. quoi c'est pas un nouvel essentialiste? Parce qu'il pourrait y avoir une perspective Oui. existentialiste qui dirait peut-être, en fait, même dire qu'il y a une bisexualité originelle, c'est déjà trop, comment dire, trop essentialisé. Il y aurait une différence entre dire on est originellement bisexuel et en fait tout est possible et tout dépendra des choix de chaque individu. Bah, je pense que c'est pas loin de ce qu'elle dit. Enfin, Ok. sinon que enfin, je trouve que le deuxième sexe c'est quand même plus centré sur qu'est-ce qui va faire que les choses sont ce qu'elles sont, dénaturalisées en fait. C'est plutôt ça le geste, et je pense que le chapitre le fait. Hmm. Dénaturalise. Et ça, cette affirmation-là qui nous paraît surprenante, peut-être de notre point de vue moderne, Hmm. en fait, peut-être à quelque chose, oui, de postmoderne, au sens où il invite à justement ne pas poser d'identité. Et c'est ça qui va être reproché par les militantes. C'est-à-dire qu'en fait, justement, le chapitre ne permet pas de penser une identité. Mm. Et donc ne permet pas de construire une identité politique pour conquérir des droits. Et c'est pour ça que, justement, dans une autre partie que j'ai pas eu le temps de faire, il faudra interroger les logiques de répression et l'ordre social et symbolique qui n'est pas vraiment interrogé dans le chapitre, ou très peu sur quelques lignes, Mm. où il s'agit de dire, oui, finalement, les femmes lesbiennes sont plus obligées, du fait de leur position dans l'espace social, elles doivent prendre conscience d'elles-mêmes, du fait qu'elles sont marginalisées. Mais en fait, elles n'analysent pas les dynamiques de répression, par exemple, comme Didier Ribon a pu le faire. Enfin, l'histoire de la répression, en fait. L'histoire, vous savez, l'histoire de l'homosexualité, l'histoire de la répression, Mhm. de la conjuration, du spectre qui reprend le lexique de Derrida, Mhm. du spectre rejeté. Oui, il reprend en exergue, il reprend Didier Ribon, le métaphore de Derrida sur la conjuration dans l'espace public du spectre homosexuel qui cherchait Mhm. être évacué de l'espace public, Mm. être invisibilisé. Et donc Marie Jo Bonnet dit, et ça c'est une piste intéressante pour moi, que justement, ce qui a posé problème dans le MLF, c'est pas tant l'amour lesbien, parce que en fait le MLF a été aussi accusé du coup d'une certaine lesbophobie latente, d'où la scission du groupe. Et en fait, ben, il s'agit de montrer que en fait, ce qui a posé problème dans le MLF, c'est pas en fait l'amour homosexuel, il y en a eu, il y a eu une libération de ce côté-là. Mais en fait, le problème, c'est la visibilité. C'est qu'en fait, on n'a pas voulu qu'elle soit visibilisée, Mm. parce qu'en fait, c'est dans le procès, j'ai pas cité, mais il y a une réponse de Beauvoir où justement elle veut déconstruire l'image qu'on a du MLF. Et en fait, dans les accusations qui étaient faites aux femmes, mais vous savez, c'est le fameux complot lesbien. C'est un livre qui est sorti en 2025, Le mouvement féministe, c'est un complot lesbien. C'est en fait c'est une attaque en fait qui a été faite au MLF en France et aussi la vendeur-menace aux États-Unis. Mhm. Donc en fait, on Pourquoi dit ils ont organisé le complot? en fait que c'est l'exclusion des hommes. Enfin, c'est la sortie des. Ah, d'accord. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat? J'ai une question. Ah, Kim aussi a une question. Ok. Ah ouais. Bah, Tu veux. ok. Bah, moi, c'est une petite question. Du coup, je ne sais pas si c'est pour moi très clair quel statut occupe l'être lesbien ou la femme lesbienne par rapport à cette transcendance que tu as dit. Oui, J'ai pas compris en fait. La transcendance Mm. rendue. oui, Rendue à qui? C'est... oui, oui, Déjà, est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce que tu entends par oui, transcendance rendue? Et oui. ensuite, du coup, quel est en fait, est-ce que être lesbien pour une femme est une forme de transcendance Oui. rendue ou pas? Oui, Ça... alors justement, j'ai pas eu le temps de le traiter parce qu'en fait, ça demanderait un traitement en deux temps, un peu plus Mm. dialectique. Euh, oui, alors la transcendance, bah, c'est un concept sartrien, enfin, pas sartrien initialement, mais phénoménologique, Husserl, Heidegger, repris par Sartre d'un point de vue moral et politique, et mis dans la perspective du genre par Beauvoir. Et donc, il y a transcendance rendue ou pas. Enfin, ça, j'ai pas. Là, j'ai dit que j'avais traité qu'une partie, dans laquelle j'ai exploré la possibilité de la transcendance rendue contre Marie Jo Bonnet qui dit qu'il n'y a pas de libération Oui. dans le chapitre. C'était ça le point de cette partie-là. Mais ensuite, plus tard, il faudra montrer aussi, et c'était un peu l'idée du problème en deux temps, c'est qu'il y a cette transcendance rendue sur le plan intime, par exemple, mais encore, c'est pas. Enfin, ça, c'est dans le chapitre. Oui, mais Mais au-delà, il y a la répression.
Et la répression, tout à fait ce que c'est ni la transcendance. rendue. En fait, ce que j'ai montré avec les entretiens avec Sartre, c'est qu'en fait, il y a une bipartition des schémas qui nie la transcendance des femmes en faisant des objets dans la sexualité, et du coup, qui nie leur transcendance. Et donc, dans l'amour lesbien, il y aurait pour Beauvoir une possibilité d'un face-à-face qui soit pas négateur de la transcendance d'autrui. Mais pourquoi elle C'est est cap- rendue, du coup? Ça, c'est ça que je... Parce qu'elle a été ôtée par le régime hétérosexuel. Ah, d'accord. Donc, elle est rendue. Mais en fait, c'est pas si certain parce que la répression, mais ça, c'est peu traité en 49, donc il faudrait voir après. Mais en fait, comme la répression invisibilise et marginalise ces femmes, donc en fait, leur transcendance était niée au carré, à la fois comme appartenant au sujet collectif femme dans l'espace public et comme étant invisibilisées et donc ne pouvant pas se réaliser puisqu'elles n'ont pas. En fait, si on remet en contexte, il y a encore la pénalisation. Oui, c'est ça. Voilà. Donc en fait, c'est ça. En fait, c'est pour ça que ça, c'est que le premier temps où je m'attache au texte de 49. Mais parce qu'il n'en est pas fait mention. En fait, je pense que c'est volontaire de la part de Beauvoir de pas de faire quelque chose justement un peu pas des années historiques, mais presque. Parce que c'est un point vraiment important. C'est juste pour compléter Oui. ce que vous dites, hein, c'est pas seulement invisibilisé, Oui. marginalisé, c'est criminalisé à Oui, l'époque. oui, En plus, oui, il faut attendre oui. en France 81 pour que. Oui, parce qu'il y a eu la première en 1791, la première. La législation, c'est sur Ouais, la voilà. donc, Et ensuite, oui, c'est ça, très loin. Vichy, et ensuite, après Vichy, seulement en 84, ou 82. 82. Ok. Oui. On vous écoute, donc la directrice de thèse de Lucie, Madame Pongancourt. Ah, on t'entend pas, Kim. Euh, Alors, est-ce que c'est nous? Non, 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 non. Peut-être nous. Toi, ton micro, il est activé, je pense, c'est au niveau de l'ordinateur. Il faut que Là, pourtant, tu... c'est pas- Non, on Non, vous entend pas, mais c'est ça affiché semble être que pas du tout votre là. micro fonctionne. Sûr, Donc, tu je peux pas pense... couper le nôtre? Parce Non, que non, là, non. son micro, non. Non, non, parce Sinon, je peux que téléphoner. tout le monde peut parler et c'est la seule qui n'a pas le micro rouge, là. Bah, Ça veut dire, Oui. ça veut dire que ce micro son micro fonctionne. est ouvert Ah, d'accord. mais peut-être il faut changer la source, la source du micro dans votre ordinateur, enfin sur Zoom. Là, on vous Non, entend pas, toujours pas. on peut lire vos lèvres si vous voulez. Ah, Ça marche. Et là, vous m'entendez? oui, Oui, oui. super. Super. Merci beaucoup. Mais c'était bien intéressant. Original, effectivement, de répondre aux critiques, en particulier de Marie-Jo Bonnet. Mais j'ai quand même un questionnement de contexte. Bon, en tout cas, je veux revenir sur la citation de Sartre qui vous a fait sourire et que je trouve effectivement drôle, mais surtout en fait honnête, parce que quelque part, puisqu'on parle de sexualité, là, au fond, c'est la question du clitoris, quoi, je pense. C'est-à-dire quand même dire voilà, je suis plus un masturbateur de femmes qu'un coïteur. C'est un geste assez joli, c'est au fond de reconnaître que voilà, bon, il y a plusieurs façons de prendre du plaisir pour les femmes et que y être attentif, ça peut être aussi éventuellement intéressant. Mais je laisse passer ça pour poser plutôt la question différemment, à partir d'une autre citation de Beauvoir dans La femme indépendante. Euh, parce que bon, j'atterris. Hein. Euh, j'ai bien entendu la réponse et je la trouve juste sur l'idée de reconquérir sa transcendance, mais la reconquête de la transcendance, elle passe essentiellement pour la question de la femme indépendante, qui est au fond quand même l'idéal de la femme, par le travail. Et on trouve cette formule qui est quand même intéressante dans ce texte sur la libération de la femme par le travail en devenant indépendante, sur ce qu'elle appelle, elle, les travestis. Et voici ce que je lis, page 591. Hein. En refusant des attributs féminins, on n'acquiert pas des attributs virils. Même la travestie ne réussit pas à faire d'elle-même un homme. C'est une travestie. Pourquoi je reprends ça? Parce que le problème, c'est le problème du contexte. Quel est l'objectif? Est-ce que l'objectif, c'est d'une certaine façon de revenir sur l'histoire du féminisme et de l'exclusion ou de l'auto-exclusion des féministes lesbiennes et de savoir qui a raison et quelle est la position de Beauvoir par rapport à ça?
ou est-ce que l'enjeu est plus profond? Et s'il est plus profond, c'est de savoir jusqu'à quel point le concept de transcendance peut véritablement, d'une certaine manière, rendre compte de tous ces phénomènes, que ce soit l'homosexualité, c'est-à-dire au fond, si vous dites transcendance, quelque part, vous parlez de choix originel, euh, et qui est comme une notion sartrienne. Peut-être c'est pas vrai ce que je dis, donc moi j'aimerais bien qu'on le discute. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut parler de ces questions d'homosexualité ou en termes de quelque part de transcendance, de liberté, de choix? Qu'est-ce que ça veut dire véritablement? Et est-ce que, au fond, la conception du sujet liée à cette pensée de la transcendance ne la rend pas inopérante quant au questionnement sur la catégorie de femme, et en particulier cette citation sur ce qu'elle appelle la travestie. Alors je ne sais pas ce qu'il faut entendre par là. J'imagine, avec mon lexique d'aujourd'hui, je parlerais de, comment dire, de, de femmes transgenres, je ne sais pas. Donc, est-ce que la transcendance. Alors, ou bien c'est une question purement contextuelle, historique, et là, pour ma part, je complexifierais parce que je suis plutôt du côté de Wittig. Je pense qu'elles ont été effectivement, comme dit Steve, discriminées, et qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus récemment sur Wittig. Mais il y a quelque chose d'intéressant parce que vous disiez que sur les nouvelles questions féministes, Christine Delphi était avec Beauvoir. Or, Christine Delphi est féministe matérialiste et lesbienne. Donc, peut-être qu'il y aurait des choses à affiner de ce côté-là. Mais de toute façon, ça n'enlève pas mon hésitation. D'une part, je pense qu'il y a des illusions à penser que l'homosexualité puisse être une position politique dans le cadre du féminisme. Je pense qu'on est peut-être revenu de cette illusion. Et de l'autre côté, je pense que le concept de transcendance, j'aurais besoin qu'il soit encore plus problématisé, parce que le seul point où je le reconnais, c'est oui, dans le travail, il y a reconquête de la transcendance parce qu'il y a une indépendance, etc., etc. Mais pour toutes ces questions-là de sexualité, de genre surtout, est-ce que le concept de transcendance est opérant? Et pour le coup, je sais plus si c'était Babette qui posait la question et parlait d'essentialisme pour le freudisme. Bon, moi, j'ai un rapport plus sympathique à Freud. J'avais l'impression que justement, les quelques petits trucs qui pouvaient permettre de penser dans le sens du genre, c'est la bisexualité originaire. Et donc, du coup, j'étais vraiment intéressée par cette idée que vous dites. Bon, voilà, pour moi, c'est pas de l'essentialisme. Les femmes peuvent aimer les femmes, peut-être comme un moment, ou peut-être plus que comme un moment. Et je pense que je dirais dans le même sens pour les hommes. Les hommes peuvent aimer les hommes, ça peut être un moment, et quelque part, et c'est un peu Blanchot ou Duras, il y a quand même dans la communauté des hommes quelque chose qui devrait être interrogé quand même du point de vue de ces questions-là d'homosexualité. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair ma question, mais en Oui. tout cas, sur la question de la transcendance, comment vous allez défendre ça? Oui, je comprends que vous voulez en faire un concept philosophique et ramener Beauvoir du côté de la philosophie par ce concept, mais voilà jusqu'où il est opératoire. Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, pour le travesti, on l'a déjà dans le chapitre 4. Alors, c'est pas le travesti, mais en fait, c'est commenté par Marie-Jo Bonnet aussi sur la lesbienne et inaccomplie en tant que. Je crois que c'est vraiment la station de Beauvoir, et inaccomplie en tant que femme et insuffisante en tant qu'homme, quelque chose comme ça. Donc, elle a déjà ça dans le chapitre 4. En fait, c'est juste que là, j'ai essayé. En fait, je reprends en fait Emma McNichol, qui en fait a dit à partir de Kate Kirkpatrick qu'on devait lire toujours le deuxième sexe, non pas comme des thèses dogmatiques, isolables, mais comme une mosaïque. En fait, et en fait, je pense que c'est vrai, parce que quand on travaille le chapitre sur la lesbienne, chapitre 4, on n'a pas vraiment de enfin peut-être des grandes thèses, mais en fait, toujours, elle rattrape par des situations concrètes. C'est toujours la liberté en situation. Euh, donc, elle reprend toujours à partir des situations concrètes et elle renuance. Et en fait, là où il y a eu les problèmes dans la réception critique, c'est dans le fait en fait d'hypostasier
ces affirmations sur certaines femmes dans leur pratique comme un portrait de la lesbienne en général. Et donc ça crée beaucoup de contresens. Et donc ça fait dire à Meryl Atman notamment qu'on ne doit pas arracher le texte au contexte discursif. Euh, et donc oui, je pense qu'il faut le lire comme une mosaïque. Et donc, en ce sens, je vais essayer de reconstituer cette mosaïque. Et donc ça, c'est qu'un carreau. En fait, la transcendance rendue, c'est un carreau de la mosaïque. Mais il va falloir voir en quoi, en fait, il y a aussi une transcendance niée par deux fois. Et aussi, même si c'est peu développé en 49, encore, il faudra après aller plus loin. Et en fait, alors pour la transcendance en tant que telle, alors j'ai entendu plusieurs choses. En fait, le concept de transcendance est souvent utilisé aussi dans le monde entier. Enfin, dans les interventions, j'entends souvent aussi le concept d'inauthenticité qui est plus critiqué. Mais le concept de transcendance n'est pas vraiment attaqué. C'est surtout le authentique-inauthentique qui est hérité de Heidegger sur le plan politique et social, qui pose en fait qu'il y a une sexualité qui pourrait être inauthentique. Ça a été beaucoup repris, critiqué. Après, le concept de transcendance en tant que tel, je crois, est plutôt pensé comme un concept émancipateur pour le moment dans les études beauvoiriennes. Après, oui, en fait, la transcendance n'est pas pensée comme chez Beauvoir, comme abstraite du corps. Donc, c'est pas le sujet transcendantal ou voilà. Donc c'est en ça il me paraît pas réducteur. Voilà. D'accord. Ah, mais merci, on Je sais pas si ça continuera d'en répond à toutes discuter. les questions. En tout cas, c'est très partiel parce que c'est qu'un moment de l'analyse qui est très développé ici et donc qui est très réducteur pour la compréhension de la contextualisation historique puisque le chapitre est un peu anhistoricisé. Mhm. Euh, non, mais merci. On pourra continuer d'en reparler, en particulier parce que Sartre a aussi écrit, évidemment, dans le Saint-Genèse sur cette question de l'homosexualité comme choix originaire. Et si cette question-là est vraiment une question qui peut avoir de l'importance pour vous, je pense que la question de la transcendance et aussi la question du choix originaire, est-ce qu'elle reprend ça, Beauvoir ou non? Je pense pas. Je pense pas que ce soit un Voilà. choix originaire parce que le devenir femme rend impossible cette position. Ouais, alors bon, ben, mais sinon, comment est-ce qu'on peut intégrer la question de l'homosexualité à la question de la transcendance? Enfin, voilà, Mm. je sais pas comment le dire bien, et puis il faut que Mm. je m'arrête, mais je crois qu'il y a aussi, enfin, c'est vrai, il faut pas que Sartre soit celui qui influence Beauvoir, si effectivement vous Oui, alors voulez là, donner une place il y a pas philosophique de à Beauvoir. référence. Oui, Il y en a il y a pas pas là. de, là, il y a pas de Mais il y a des choses référence. quand même. Ouais. Pardon. Oui, en fait, Euh, le Saint-Genès, je n'étais même pas au courant qu'il y avait cette réflexion chez Sartre. ah Enfin, ouais. donc, Mais j'étais pas influencée par ça. J'étais vraiment sur la ouais, lecture du mais chapitre. dans Ouais. le même entretien que vous citez, il y a Oui, un passage très beau sur la question de la nudité et de la vérité oui. au rapport à l'autre. Et je Mm, pense que les questions de sexualité doivent être, enfin, pour moi, plus relèvent de cette espèce de vulnérabilité et d'une certaine forme de dénuement ou de nudité. Et, 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 et et une part, dans un certain sens, c'est plutôt l'immanence, à mon avis. Enfin, je sais pas, je le laisse comme ça, on aura l'occasion d'en mm, mm. discuter, mais c'était très intéressant et original de faire de Beauvoir quelqu'un qui défend cette question-là d'une transcendance de la lesbienne. Et donc, ça donne une plus grande, entre guillemets, authenticité ou sincérité du fait qu'effectivement, elle a eu des relations homosexuelles et que ça, c'est quand même enfin, Mm, aussi un sujet mm. éventuellement à questionner de sa sincérité par rapport à sa propre sexualité. Donc voilà, je trouvais que c'était très Mm. intéressant. Merci Lucie. Merci.